se remercier le triumvirat qui pilote l'association actuellement, c'est-à-dire Merlin, Axel, Baptiste et quelques autres qui sont derrière, toute une tendance, et qui par la même occasion consacre définitivement ma qualité de dinosaure dans l'affaire de Rennes-le-Château, puisqu'il ne vous aura pas échappé que si on me demande de faire la conférence inaugurale, c'est parce que très probablement tous les autres sont morts. On va détendre l'atmosphère. Je voudrais également remercier au passage, ou plutôt au démarrage en fait, tous les anciens présidents de Terre de Rédé qui se sont succédés depuis Antoine Cartier-Éclair, et avec une pensée particulière pour notre ami Bernard Somorostro, qui a été un des derniers présidents avant la longue présidence de Christian Domergue. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Oui, ça, oui, oui. Bernard qui est décédé il y a quelques mois et puis qui a lui aussi fait sa part dans l'affaire de Terre de Rédé. Alors, la causerie que je vais vous présenter, Philippe, tu peux appuyer sur le bouton. Il a appuyé sur le bouton, très bien, un beau garçon. La causerie que je vais vous présenter est très particulière parce que je me suis trouvé devant un challenge un peu particulier de me dire il va y avoir des gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire de Rennes-le-Château et qui viennent pour découvrir, et il va y avoir des gens qui sont très érudits sur la question. Ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on appelle un fossile. Tout à l'heure, je vous ai parlé de dinosaures, ça c'est un fossile. Alors, moi je vais profiter. C'est très beau, profitez-en, c'est gratuit. Voilà, c'est fini. Donc, le pari à faire, c'était de se demander comment satisfaire un peu tout le monde. Et en plus, j'avais un certain nombre de pièces à présenter que vous allez voir, qui sont très peu connues, dont certaines n'ont jamais été vues par personne. Donc, depuis la sortie du livre de Gérard de Sèvres en 1967, il s'est passé énormément d'événements à Rennes-le-Château. Et mon parti pris a été de saupoudrer, si vous voulez, de prendre quelques-uns des événements, de ne pas respecter la chronologie de toute cette affaire, de l'histoire, parce que sinon on n'en sort pas, c'est techniquement impossible. Vous comprenez pourquoi. L'affaire de Rennes-le-Château est une affaire métastasique qui part dans tous les sens. Et donc le choix restait de dire il y a tels événements qu'il faut faire reconnaître aux gens, il s'est passé ça à tel endroit, ce qui vous permet à votre niveau, au niveau de chacun, en fonction de vos connaissances, d'aller creuser telle ou telle piste, puisque ce diaporama sera ensuite diffusé en matière publique. Donc ces quelques données ne représentent qu'une mise à disposition d'une infime partie du parcours que j'ai effectué depuis 1968. Et je dis j'ai effectué parce que ne prenez pas ça pour une excitation de l'ego, mais tout simplement parce que il est important de ne parler que de ce qu'on connaît et de ce à quoi on a assisté ou que l'on sait de manière certaine. Et bien entendu, il y a des dizaines et des centaines d'éléments que je ne connais pas sur Rennes-le-Château, des moments où je n'étais pas là, et quand bien même j'étais là tout le temps, je ne pouvais pas vivre tous les événements. Donc, ce n'est que ma vérité que vous allez entendre, mais enfin, en tout cas ma part de vérité, mais, comme je dis à la fin, à défaut d'en garantir la rigoureuse exactitude des dates, il peut y avoir des corrections à faire, je peux me tromper dans certains cas. Cet exposé est sincère, exempt de trucage et de montage, afin d'être utile à ceux qui viennent après nous. Donc c'est conçu comme
un petit outil mémoire de travail pour les gens qui s'intéressent. Alors, pour ne pas couper avec une certaine actualité, sachez que lorsque j'ai débarqué dans l'affaire de Rennes-le-Château, c'est-à-dire en fin 67, début 68, on était dans un moment des mois où beaucoup de gens parlaient du Mossad. Tu te souviens de ça, Alain, hein? C'était la grande époque où tout le monde voyait des espions des services secrets israéliens partout. Ça, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup changé. Mais enfin, ça c'est un article de ces époques-là, et où donc on commence assez fort. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, pour le cas où vous ne l'auriez pas compris, que je me suis intéressé à l'affaire de Rennes-le-Château avant que l'homme n'ait marché sur la Lune. C'est très important de s'en souvenir. 67, c'est avant 69, donc ça fait beaucoup. Donc il s'est passé énormément de choses. À cette époque-là, il y avait un libraire à Rennes-le-Château qui s'appelait M. Schroven, qui a été le premier libraire de Rennes-le-Château, bien avant Sonia, pour les personnes qui ont connu Sonia et Hélène Ferral, et qui a eu la bonne idée à cette époque-là de rééditer la fameuse croisade contre le Graal de Autoran. C'est une des premières rééditions, notamment en français, pas la première, mais une des premières en français. Et il avait senti le vent, il sentait déjà les angles que prenaient les informations, si vous voulez, à cette époque-là. Je vous remets en mémoire quelques dates récentes. 1917, c'est le décès de la Bessonnière. De 1917 à 1946, c'est important de se souvenir de ça, Marie vit seule au domaine, Marie de Nardon. Donc vous voyez, ça fait du temps. En 1946, elle va en viager aux époux Corbu. En 1953, en janvier, c'est le décès de Marie. Et en 65-66, c'est la vente de Noël Corbu à Henri Bution. Et ensuite, de 93 à 94, Henri Bution vend à une SCI qui loue elle-même à une SRL que nous avons créée pour la circonstance. Je dis nous avons créé parce que c'est moi qui ai fait les statuts de la SRL à l'époque d'exploitation. En 1994, nous avions des projets divers très importants qui ont été abandonnés parce qu'ils étaient pharaoniques, vous en verrez quelques-uns tout à l'heure. Et à partir de 1995, il y a eu la location du domaine par Jean-Luc Robin, qui a créé la Table de la Baie. Mais il existait un restaurant depuis très longtemps, à Rennes-le-Château, puisque le premier restaurant, c'est Noël Corbu qui l'a créé, repris par Bution, et puis peaufiné par Jean-Luc, qui avait donné une tournure vraiment professionnelle à la Table de la Baie. En 1998, ça a été l'achat par la municipalité de Rennes-le-Château des trois quarts du domaine. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et en 1999, ouverture de la partie municipale au public. Il y a une partie qui reste privée dans le domaine, c'est le Jardin de Marie, le restaurant exploité par Morgane actuellement, qui reste privé. Voilà. Je vous ai remis tout ça en mémoire pour que les gens qui ne connaissent pas forcément l'affaire puissent avoir cette chronologie en grande date. En 1968, il s'est écoulé 15 ans depuis la mort de Marie, dont 10 ans durant lesquels Noël Corbu exploite le restaurant. Vous voyez, je ramène la focale, on resserre un petit peu. Donc 10 ans d'exploitation par Noël Corbu, c'est très important parce qu'il y a des éléments, des événements qui vont se dérouler pendant ces temps-là. Et puis Henri Bution, lui, reprendra l'affaire et la gardera pendant 28 ans, de 68 à 94. Je me permets de faire une parenthèse. Si par hasard, pour une raison ou une autre, je me trompais d'une date, je fais confiance à Alain, qui est ici présent, qui est lui aussi un dinosaure de l'époque, qui a vécu dans le domaine, donc qui est en mesure de rectifier certaines choses, certaines erreurs. Jusque-là, ça va? Il n'y a pas de... Lors de mon arrivée personnelle à Rennes-les-Bains, à Rennes-le-Château, pardon, je vais vous redire, le dire plusieurs fois, je ne suis pas spécialement le genre de
personne qui raconte sa vie dans les détails, mais il s'est passé tellement de phénomènes extraordinaires, j'ai assisté à tellement de phénomènes qu'il faut que je vous donne un minimum de crédibilité sur ce que je faisais, les mandats que j'avais pour le faire ou pas le faire, et quelles étaient mes qualifications pour le faire ou pas. Donc j'étais passionné par 4 domaines. La spéléologie, qui a été ma passion première pendant très très longtemps, c'est-à-dire l'exploration des cavernes, des gouffres et des rivières souterraines. Le domaine de la montagne et tous les sports annexes, c'est-à-dire l'alpinisme, le ski et la randonnée. J'ai été passionné d'histoire à ces époques-là, notamment d'histoire de préhistoire et d'histoire médiévale. Et puis j'étais passionné par un 4e domaine, qui est le champ d'études du paranormal et l'ésotérisme. Donc voilà les armes que j'avais quand je me suis attaqué complètement par hasard à Rennes-le-Château. Alors au plan professionnel, durant 3 ans, là je vous montre une pièce que personne n'a jamais vue, j'ai eu la mission d'inventorier tous les travaux souterrains naturels et artificiels des 5 départements du Languedoc-Roussillon, au sein du bureau de recherche géologique et minière, autrement dit la direction des mines si vous préférez, l'ex-service de la carte géologique de France. Et voilà mon ordre de mission permanent qui me permettait d'accéder à tous les travaux souterrains des 5 départements et de me faire remettre tous les échantillons possibles et imaginables. C'est bon pour le son, toujours bon. Voilà. Ici, à gauche, le personnage qui descend, ben, c'est le même qu'aujourd'hui, mais beaucoup plus jeune. et à droite, c'est une trouvaille d'ordre archéologique, mais que j'avais fait dans le cadre de recherche géologique et minière, mais très belle et très rare. Une mosaïque romaine à 4 couleurs sur l'ancien forum de la ville de Nîmes. Un peu plus tard, je me suis orienté vers le journalisme, nature, patrimoine et tourisme, et à l'occasion d'une première et longue enquête sur l'ordre du Temple, en 67-68, dans plusieurs départements du sud de la France, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de Rennes-le-Château. C'était fin 67. Et là, je vous présente en illustration ma carte d'identité de journaliste professionnel et ma carte de directeur de publication en dessous. Je présente ça, je vais en finir, je ne mets pas la batterie de diplôme ni tout ça, parce que c'est important de savoir que quand je suis intervenu sur l'affaire de Rennes, je suis intervenu souvent avec une casquette de l'État, pas mandaté par l'État, mais de fait autorisé et habilité, et ensuite de journaliste, enquêteur professionnel. C'est ce qui explique quelquefois la rigueur de certains de mes débats, où je n'ai aucune espèce de prévention contre l'intuition, contre le ressenti, etc. Absolument pas. Mais où ce qui est le factuel ne peut pas se discuter. Donc ce qui est, et ça c'est une table et ça c'est un piano. Si vous me dites que c'est un saxophone, il faut me prouver que c'est un saxophone. Hein, voilà. Voilà. Tout commença alors par un malentendu, par un parchemin extraordinaire, qui est en ma possession toujours, qui finalement se révéla sans rapport direct avec notre affaire. Alors ça c'est extraordinaire, parce que au moment où j'ai démarré sur l'affaire de Rennes-le-Château, c'est-à-dire où on m'en parlait pour la première fois dans des circonstances très spéciales, je ne peux pas rentrer dedans, sinon on en a pour une semaine, dans le même temps, dans les jours qui suivaient, j'ai été mis au courant par quelqu'un de ma famille. Nous avions quelques domaines dans la famille et dans les écarts réaliers, et en liquidant le manoir d'un vieux cousin, cette personne me remit une liasse de documents, dont un magnifique parchemin que vous avez devant les yeux, qui est illisible, qui est de 1571. Pour vous rappeler au niveau date, c'est 2 années avant la Saint-Barthélemy, on est sous Charles IX, hein, ça vous donne un peu l'idée. C'est un parchemin qui m'a énormément attiré. Alors il est illisible parce que la graphie de l'époque est très difficile à lire quand on n'est pas rompu à ces choses-là. Moi je ne suis pas paléographe de formation et c'est très compliqué de lire ce latin-là qui est un latin assez ancien, qui n'est même pas du latin d'ailleurs. Mais il y a dedans des noms qui m'ont fait sursauter. C'est un extrait d'un registre du Grand Conseil du Roi dans lequel intervient le nommé Jean-Antoine de Pelquer,
Ensuite interviennent les seigneurs de Roquefeuille. Bref, on a et les terres de Blanchefort. Alors inutile de vous dire que moi, étant totalement à l'époque aimanté sur l'affaire de Rennes, je tiltais à chaque coup. Malheureusement, ça n'avait rien à voir avec le Blanchefort d'ici, ni les Belcaire, ni tout ça. Mais l'avantage de l'histoire, c'est ce parchemin, c'est un coup loupé, si vous voulez, un coup parti, qui m'a aiguillé sur l'affaire de Rennes, vraiment, qui m'a ancré sur l'affaire de Rennes. À tel point que ce parchemin, j'en parle dans mon premier livre, qui a été écrit en 71-72, et qui est sorti en 74, Nouveau trésor à Rennes-le-Château. Et c'est très rigolo de voir comment on peut être guidé à certains moments, y compris par des choses qui, a priori, vont se révéler par la suite des erreurs ou des canulars. Là, je vous présente Asmodée, première version. Il en existe encore quelques photos, mais c'est la première version du diable tel que je l'ai découvert en 68. Donc il n'avait pas été, entre-temps, il a été décapité 2 fois. Voilà. Celui que vous voyez aujourd'hui est un peu différent. Je vous ai dit, je vous présenterai des pièces et des artefacts un peu en vrac. C'est plus pour vous faire respirer une ambiance que pour vous raconter de l'histoire. Voilà quelques souvenirs. Donc là, ici, la petite boîte qui se trouve en haut à gauche, c'est la version, elle fait 9 mètres de long. C'est un film de 9 mètres de long que vous voyez dérouler d'ailleurs en bas. Et ici, oui. C'est la version originale de la véritable langue celtique qui était à la bibliothèque municipale de Carcassonne et qui à l'époque me fut photographiée et remis par René Descadellas en personne, qui était conservateur de la bibliothèque. René Descadellas, quant au document lui-même de la langue celtique, tout le monde connaît ça parce que ça a été publié des quantités de fois. Avec dessus, offert par M. l'abbé Boudet, ici en haut. C'est l'abbé Boudet qui l'avait offert en personne à la bibliothèque. À la même époque, nous ferraillions très très fort avec Descadellas, on n'était déjà pas d'accord sur rien, mais on s'entendait bien. Et voilà un article de journal que peu de gens connaissent aussi, où en parallèle, Midi Libre nous avait fait faire un face-à-face, donc avec René Descadellas qui de son côté dit une histoire de trésor comme les autres, et moi qui dis Saunière n'a pas pu dire 2000 messes par jour, et chacun apportant ses preuves. Mais c'était des duels de bonne loi entre gens courtois qui ne s'écharpaient pas pour rien. Voilà. Et alors ici, je vous présente une photo qui est rare parce qu'il y a peu de gens qui en ont. C'est avec Robert Charroux, qui fut mon ami également. Et alors bien que célèbre, Robert Charroux n'intervient que très peu sur Rennes-le-Château. Mais il écrivit les premières pages, qui ont été les 6 pages qu'il a écrites dans Trésor du Monde. Et là, c'est une photo 2 ans avant sa disparition, dans la Vienne, chez lui à Charroux, au pied de l'abbaye. Et ce repas, il manque des personnes, vous le voyez à table, notamment Yvette Charroux qui prenait la photo, et d'autres personnes qui étaient avec nous, a été mémorable parce que ça a été le théâtre, pour la petite histoire, là, le théâtre d'une engueulade absolument phénoménale entre Yvette et Robert, parce que Robert Charroux disait je crois qu'on est venu 2 fois à Rennes-le-Château. Et Yvette disait non, on est venu qu'une seule fois. Ils se sont bouffé le nez pendant 1 demi-heure à table sur cette question-là. Mais c'était très important pour moi de le savoir parce qu'il faut arrêter de gloser et de dire que Charroux a levé l'affaire dans le château. C'est entièrement faux. Il a été le premier à écrire 6 pages sur la question, mais ils sont passés à toute vitesse. Alors avec lui, il y avait Yvette, sa femme, et il y avait Denise Craven, qui était sa collaboratrice, qui était comédienne par ailleurs. Il y avait Lenoir et qui doit être Michel, je pense, et sa femme, qui est l'inventeur du fameux détecteur Lenoir, l'énorme détecteur que l'on voit sur toutes les photos. Et ils sont venus, ils sont restés une nuit, en fait, 2 jours, hein, si vous voulez, hébergés par Corbu. Et d'après Robert II et d'après Yvette, on l'inverse, je ne me rappelle même plus qui c'est qui avait raison. Parce qu'à l'époque, Robert Charroux me disait, mais moi je me foutais complètement de Rennes-le-Château, parce que j'avais fini tout mon cycle sur les trésors de France, les trésors de Paris, etc. Vous savez, il a écrit beaucoup de choses là-dessus. J'étais déjà branché à fond sur l'Amérique du Sud et il travaillait déjà sur les pierres d'Ica,
sur les pistes de Nazca, etc., qui étaient autrement plus importantes que lui, d'ailleurs. Bon. Après, pour la petite histoire, je vous rajouterai, mais ça n'a rien à voir avec le château, qu'à la suite de ce repas, Robert Charron m'a dit si tu décroches tous tes autres chantiers, tu pars ensuite, tu hérites de toute la bibliothèque, de tous mes travaux, etc., parce que moi, j'en ai plus pour longtemps, et j'ai des lettres, etc. Il voulait absolument que je reprenne tous ces travaux derrière lui. Et moi, pour moi, ces travaux-là, paradoxalement, c'est pas bien de dire ça aujourd'hui alors que c'était un ami, etc., n'étaient pas traités de manière assez sérieuse pour à l'époque, m'intéresser, compte tenu de, étant passé par le RGM, par des mécaniques beaucoup plus structurées, je ne me voyais pas raconter n'importe quoi sur n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous dis encore une fois que je passe pour un débunker, alors c'est pas du tout mon cas, pas de nature en tout cas, mais enfin, il y a des histoires qui courent dans la région qui sont absolument d'une stupidité totale, et il faut 30 secondes pour les démonter, mais il arrive un moment où on ne peut plus, quoi. On est fatigué. Voilà. Donc, mais tout ça s'explique. Voilà Rennes-le-Château, d'un angle qui est très peu connu. Très peu de gens connaissent Rennes-le-Château sous cet angle-là. Et Bruno n'est pas là, donc je ne vais pas parler de lui, parce que ça nous a valu une engueulade mémorable avec Bruno, qui prétendait que cette photo était un montage. Cet angle-là n'existait pas à Rennes-le-Château. Comment ? C'est en fait, c'est d'abord une photo qui est prise au 400, avec un télé de 400, et deuxièmement, c'est tout simplement les rochers que vous voyez en premier plan, c'est la crête de ce qu'on appelle Roquefumade. Les gens qui connaissent Roquefumade, qui est derrière Rennes-le-Château, c'est-à-dire en dessous des parkings, côté où personne ne va pratiquement, ou rarement, quoi. C'est-à-dire en dessus de Montazel, tout ce côté de Couisa, qui est un lieu très intéressant, à beaucoup d'égards. Voilà, j'ai voulu vous le présenter. Alors ici, vous savez où on est, puisqu'on est dedans. Ça, c'est le château de Gérald et Marie, qui est ici. Mais ce château, c'est une photo qui date de 66, donc du temps de Marius Fatin venait de décéder, il y a quelques mois auparavant, et c'était son fils, 68 ans, et c'était son fils Henri, qui avait repris, bien entendu, et qui essayait d'administrer le château. Administrer est un terme grandiloquent, en l'occurrence. Et j'ai mis en haut à gauche le fameux lit avec les 3 merlettes et les toilettes de David, en précisant que ça n'a rien à voir avec les armes d'Hautpoul. Il faut arrêter de raconter que c'est les armes d'Hautpoul. Ça n'a rien à voir. C'est les armes de notre famille, et c'est un lit qui a probablement été trouvé soit chez un antiquaire, soit dans une branche collatérale d'un des descendants d'Hautpoul. Mais ça n'a rien à voir avec la famille, puisque c'est pas du tout les armes d'Hautpoul. Les armes d'Hautpoul, c'est pas ça du tout. Les armes d'Hautpoul, elles figurent sur beaucoup de livres, mais si vous voulez les trouver détaillées, référez-vous à mon livre qui s'appelle La rivière au bois dormant, dans lequel je la présente, ainsi que les armes des voisins, etc. Et là, vous aurez les armes authentiques. Et ici, on est beaucoup plus tard, en 90, mais j'ai voulu le présenter aussi. C'est le château de Montazel, qui vient d'être repris. On est toujours dans l'actualité, puisqu'il y a un nouveau propriétaire maintenant qui s'attache à le restaurer. Mais en 90, il est dans un état de délabrement incroyable, il s'est écroulé. Et les pièces, bon, j'ai une trentaine de photos de cette époque-là, je n'allais pas les voir. Tous les meubles étaient là, encore éventrés, enfin, les cages d'escalier démontés, etc. C'était vraiment tant que ce château magnifique puisse être repris. J'ai voulu le montrer pour préciser et rappeler que le père de Béranger Saunière était un notable très important. Il avait été le maire de Montazel, il avait été le gérant de la minoterie de Montazel, il était le régisseur du château du temps du marquis de Casemajou. Donc c'était un personnage important pour le local. Voilà pourquoi le château figure là. Et comme je pense que ces photos, la plupart des gens ne les connaissent pas, enfin certaines en tout cas. Alors une anecdote amusante qui n'a rien à voir, Brigitte Bardot à Rennes-le-Château. Alors Brigitte Bardot, vous la voyez ici sur un article de journal, et il faut me croire sur parole, c'est elle qui est ici,
à la fenêtre aux fenêtres en haut de Betania, hein, dans la fenêtre de gauche, dans mon ex-chambre, qui devait être la tienne d'ailleurs aussi. Alors, cette question, comme je n'ai pas pu interroger Brigitte Bardot, mais elle est toujours vivante, donc on pourrait l'interroger. Mais par contre, j'ai très bien connu Lisette d'Arsonval, qui était la directrice de la danse à l'opéra. Et un jour, j'ai dit à Lisette, j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette affaire? Brigitte Bardot était ton amie personnelle. Et elle me dit, mais oui, c'est moi qui lui en ai parlé. Elle était dans un burn-out, déjà à son âge, elle était à son 4e ou 5e film. Elle était dans un état de délabrement moral, elle ne se sentait pas bien. Et Lisette lui avait dit, tu devrais aller passer quelques jours dans ce village de l'Aude, et elle serait venue chez Noël Corbu. Mais en fait, on n'a pas pu vérifier, parce qu'ensuite, Lisette d'Arsonval m'a dit, mais moi, je n'ai jamais vérifié si elle était venue après. Et elle m'a dit 173. Là, on saute les années. Lisette d'Arsonval était encore vivante, elle était à Nice. C'était l'époque où j'étais rédacteur en chef des Cahiers d'étranges à Nice. Et c'était l'époque-là où elle m'avait dit ça. Voilà, donc il y a encore une enquête aussi, pour homologuer ces photos et se dire est-ce que c'est un montage ou un canular de journaliste, je ne sais pas. Je saute volontairement, je reste sur la région de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, et je vous présente à gauche le bain d'Oux, qui est à l'entrée de Rennes-les-Bains quand vous venez de Couisa. Tout le monde le connaît plus ou moins. Beaucoup de gens pensent que c'est une ruine romaine. Ce n'est pas du tout une ruine romaine, c'est une ruine du XVIIIe siècle. Et vous voyez telle qu'elle était avant les inondations de 92, encore, enfin telle qu'elle était surtout aux environs des années 40, parce qu'entre-temps c'était désaffecté. Donc vous comprenez très bien la structure, hein, puisque vous voyez cette partie ici, et c'est celle-là, et les escaliers avec les porches qui sont là, c'est ce grand couloir qui a été emporté en 92 par les inondations, c'est-à-dire que la Sals est montée au-dessus de la route, a emporté la route et a emporté a coupé la station en deux. Donc, et ça a été reconstruit à l'époque par Jacques Hortala, qui est le maire de Couisa actuellement, qui était le maire de Rennes-les-Bains à cette époque-là. C'est très spectaculaire de comparer les deux. Et comme ça, on mesure les dégâts qu'ont fait les inondations de 92. Il y a eu 3 morts sur les inondations de 92, c'était à 8 jours de distance de l'inondation de Vaison-la-Romaine, pour vous donner une idée. Donc il y a eu 32 morts. Donc c'était vraiment une catastrophe. Quand on y est venu, les premiers qui ont été sur place, enfin, on a vu le cimetière éventré, les cercueils flottants, enfin, c'était vraiment, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Et ici, toujours la même pièce, c'est le bain d'Oux, et ça c'est extrait du livre du docteur Courant sur Rennes-les-Bains. Le docteur Courant était un grand médecin thermaliste qui exerçait, et au passage, vous pouvez voir comment dans les années 40, on exerçait la médecine et surtout la discrétion qu'il y avait au niveau, puisque les consultations se faisaient quasiment en public. Vous exposiez vos bobos, etc. Voilà. Donc j'ai pensé que c'était ça, c'est pas des photos rares. Enfin, on ne les trouve que dans le livre du docteur Courant, mais comme ce livre est encore en circulation. Alors ici, on reste à Rennes-les-Bains. Les gens qui connaissent un peu la région savent que quand on sort de Rennes-les-Bains, à droite, longtemps un peu après la poste, etc., il y a un hameau qui s'appelle le hameau du Cercle, et qui est célèbre par une célèbre fontaine, et puis pas loin de là, un peu plus haut, le fameux fauteuil du diable, que je ne vais pas présenter ici. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le grand vase du fauteuil, le grand vase de la fontaine du Cercle, est toujours vivant, si on peut dire. Le grand vase, il se trouve au musée, au petit musée lapidaire de Rennes-les-Bains, que personne ne visite parce qu'il est fermé à la visite, de toute manière. Mais il est là. Mais on présume que lorsque les travaux de Rennes-les-Bains seront finis, l'étude que j'ai réalisée pour le compte de la municipalité il y a plus de 3 ans, 4 ans, va être mise, puisqu'elle a été votée, financée, etc., va être mise en route, et là, il y aura un nouveau musée qui va avoir lieu, et où le transfert de ces pièces sont prévus. Il y a des pièces très intéressantes, plusieurs stèles romaines, etc., de la Tuilerie, etc. Par contre, toutes les monnaies ont disparu, évidemment, tout ça a disparu dans les propriétés privées. Là, ici, cette photo est très connue. Elle est très connue parce qu'elle figure sur beaucoup de sites de nos amis.
Mais il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est les jardins au temps de l'abbé Saunière. Donc l'abbé se trouve ici, au pied de la tour. Il y a un autre personnage qui est là, un autre là, un autre là, et Marie doit être une de ces deux personnes. Voilà, probablement elle, celle-là. Mais j'ai présenté la photo pour attirer votre attention sur la qualité de l'agencement des jardins à l'époque. Voilà à quoi ressemblaient les jardins de Saunière quand il a fait planter. C'était pas n'importe quoi, c'était un très beau travail d'horticulture, etc. Quand moi j'ai connu Rennes le château, c'est ton cas Alain aussi, ici c'était pratiquement impénétrable, c'était une jungle. Tu te souviens, on se faufilait entre les... puisque Henri Bution ne faisait pratiquement pas d'entretien. Il y avait une forêt vierge qui montait, qui fait que vous n'auriez pas vu le Promenoir, et on se faufilait sous les arbres dans les sentiers pour arriver à accéder aux escaliers là-bas. Donc le jardin aujourd'hui, tel qu'il a été restauré par la mairie, est paradoxalement beaucoup plus proche de la qualité d'agencement qu'avait faite l'abbé Saunière que ce qu'on a connu nous quand on a débarqué ici. Photo de la même époque, la construction de la villa Betania. Vous la voyez, il n'y a pas les huisseries, il n'y a pas les portes, il n'y a pas les fenêtres. Ici derrière, c'est le presbytère. Et ici, au fond, c'est le château actuel dans lequel nous sommes. Et là, cette maison au premier plan n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, la maison de Marie, mais la maison de Marie, c'est la ruine qui se trouve sur le bord du jardin de Marie. Mais en fait, ce sont les maisons qui aujourd'hui bordent la route en face la maison de Rose, la maison d'Hôte qui appartient au maire, c'est la maison d'Aubler, etc., qui était là. Donc il y a un effet de perspective assez compliqué. Alors ici on prend un peu du large, on se met dans la campagne et on se propulse aux ruines d'Albédoudon ou d'Albézoun, comme on veut, hein, parce que le Bézu, l'ancien château du Bézu, qui ne fut jamais une commanderie templière. Jamais une commanderie templière. Il n'y a pas de commanderie templière dans le secteur, il n'y en a jamais eu. La commanderie templière la plus proche d'ici, c'est la grande commanderie de Douzens. Il y avait une grande commanderie des hospitaliers à Magrier. Et le domaine de la Vallieu ne fut jamais templier, mais fut administré pendant un long moment par les hospitaliers. Pour le compte de l'abbaye de Fontfroide, puis ensuite il y a eu les voisins qui sont succédés, etc. Par contre, le Bézu a été pendant un temps une possession terrienne, c'est-à-dire une ferme, si vous préférez, une grange, de la commanderie templière du Masdeu, qui se trouve près de Perpignan. Mais jamais ce ne fut une terre templière au sens garnison de l'ordre du Temple, ni quoi que ce soit. Une simple ferme de rapport. En revanche, la famille de Sermon, qui était les seigneurs du Bézu, très vieille famille, apparentée à la famille d'Agnon, c'est une branche de la famille de Niort, a été au Bézu pendant longtemps, et là où la confusion vient du fait qu'on a mis Château des Templiers sur les cartes IGN, la confusion vient du fait que, d'abord, il y a un abbé, un prêtre qui est décédé depuis longtemps, mais que j'ai connu, qui était l'abbé Mazière, qui a écrit un petit livre sur les Templiers du Bézu, et qui a un peu brodé à partir de certains documents antérieurs à lui, et qui a fait de la para-histoire. Et ce document s'appuyait sur le fait que le dernier seigneur de Sermon, d'ailleurs quand vous montez au Bézu, vous avez une plaque, ici commence le Castellum d'Albédoudon en 1210, hein, donc on n'est pas d'hier, qui lui a été un seigneur qui est très, très particulier. D'ailleurs la famille de Sermon était une famille très riche, on n'a jamais compris d'où ils tiraient leur argent, une famille très riche. Et on est un certain nombre à penser que ça peut être en rapport avec notre affaire ici, dans le lointain. C'est parce que cette famille riche en question était, à l'origine de le Bézu, appartenait au... Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'a pas d'intérêt. Disons que le seigneur de Sermon a été en capacité de payer l'hypothèque que devaient payer les Templiers, qui avaient repris en terre de rapport
ce château au seigneur de Béziers et Carcassonne. Et c'est le seigneur de Sermont qui a payé l'hypothèque. Il y avait une hypothèque très importante là-dessus. C'est lui qui a payé. Alors vous trouverez ça, c'est très bien expliqué, dans une remarquable interview de Georges Kiss par Chris Darkis, qui est donc sur... je ne sais même pas si tu ne l'as pas publié, Johan, il me semblait que tu l'as publié. Donc c'est très bien expliqué. Georges était vraiment un spécialiste du Bézu, bien là-dessus. Et quant à la famille de Niort, vous avez quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, qui est vivant actuellement, grâce au ciel. C'est Jean-Michel Pousse, qui a fait un très bon travail sur la famille de Niort. Donc là, vous avez encore deux sources intéressantes. Alors là, je vous présente quelques pièces particulières que personne n'a jamais vues, puisque ce sont des lettres particulières, hein, donc des lettres privées. Donc ça, c'est un courrier de 1969 de Gérard de Sède. On ne se tutoie pas encore avec Gérard, on est amis, mais on est encore dans le vouvoiement. Mais c'est 69, c'est l'époque où je viens de faire la découverte, non même avant, bien sûr, puisque c'est sorti dans mon livre. Oui. Je viens de faire la découverte de ce qu'on a appelé le deuxième chemin de croix de l'affaire de Rennes-le-Château. Alors, vous en parlez aujourd'hui, c'est d'une banalité qui fait pleurer, quoi, puisque tout le monde sait qu'il y a plusieurs chemins de croix. Mais à l'époque, je travaillais sur les Templiers du Lot et les Templiers de l'Aveyron, et un jour, je tombe dans un fort qui a appartenu au Temple, le fort de Saint-Jean d'Alcasse, pas très loin de Roquefort. Je tombe sur un chemin de croix, entièrement blanc. Je l'ai publié dans mon premier livre, hein, donc j'ai fait des prises de date sans vouloir le faire exprès. J'ai fait des prises de date, ce qui fait que c'est pas contestable. Il a été publié, en tout cas sur certaines stations, et je me suis dit, mais ça c'est le chemin de croix de Rennes-le-Château, mais il était blanc au lieu d'être polychrome, comme le nôtre ici. Et j'ai pris la peine à l'époque, c'était un travail de bénédictin, de prendre les deux chemins de croix, station par station, et de les superposer les unes sur les autres. C'est vite dit comme ça. C'est vite dit si les photos ont été prises sous le même angle, s'il n'y en a pas une qui est trop penchée, etc. Parce que sinon ça cafouille tant que ça peut. Mais enfin, grosso modo, ne serait-ce qu'en côte à côte, on voit très bien que c'est le même. Mais quand je dis le même, c'est pas une copie, c'est le même. Et donc j'en fais état dans mon livre. Et quand je fais état de ça, Gérard de Sède me répond, il me dit, c'est ici. J'espère que vous arrivez à le lire, hein, mieux que moi. Il me dit, ici aussi, je serais très intéressé d'avoir les diapositives en communication pour quelques jours seulement, si impossible autrement, qui permettent les 14 superpositions. Parce que bien sûr, Gérard, il a fait comme moi, il a douté que c'était le même... il a eu le doute, il s'est dit c'est pas possible, puisque tout le monde était parti sur l'idée, vous comprendrez pourquoi vers la fin du débat. Tout le monde était parti sur l'idée dès le départ qu'il n'y avait qu'un chemin de croix, que c'était Sonia qui l'avait commandé et qu'il avait fait exécuter en y mettant même la main. Et ça, c'est les inventions de Gérard de Sède. Alors ça, je peux vous le dire parce que on était suffisamment amis pour que je puisse dire que c'est ses inventions. J'ai même été son éditeur, c'est moi qui ai édité la réponse à M. Descadellas, donc de Gérard de Sède. Mais on l'a su qu'après. Personne ne le savait. Donc on était dans l'innocence des eaux primitives, si je puis dire. Et donc il m'est extrêmement intéressant. Et en second, il me met troisièmement arc. Et il me met échange de bons procédés. Quand vous reviendrez à Rennes, parce que j'habitais Nîmes à l'époque, je venais ici quasiment tous les week-ends, il n'y avait pas les autoroutes. Hein. Essayez de faire Nîmes à Rennes-le-Château par la route nationale, vous avez intérêt de prendre de quoi boire et de quoi manger. Hein. Prenez la route à Lambert-Narbonne, la route des Hautes-Corbières, et découvrez vous-même, en bordure de cette route, avant d'arriver à Arques, la tombe qui s'y trouve. Méditez sur le nom d'Arques et sur l'œuvre de Nicolas Poussin. Plus qu'intéressant, stupéfiant. Donc à l'époque, Gérard de Sède ne savait pas du tout qu'il y avait un rapport entre Arques. Et qui c'est qui a découvert ce rapport, ce fameux rapport? Alors après, sur Rennes-les-Bains, il me fait état d'une disparition possible du Christ aux Lièvres par l'abbé Delmas, puis finalement ça ne s'est pas fait. Mais on en était là, dans nos échanges à l'époque, les chercheurs échangeaient par lettres, et on travaillait d'une manière très
On essayait de travailler de la manière la plus fine possible, en se disant, mais toi tu as trouvé ça, moi j'ai trouvé ça, etc. On communiquait beaucoup. Et c'est en train de revenir. Tout à l'heure, on trouvait que c'était vraiment intéressant avec quelques amis ici présents, parce que de nouveau, les chercheurs commencent à se parler aujourd'hui, et on cache moins les choses, il y a moins cette espèce de thésaurisation. J'ai trouvé ça, finalement. Chaque élément que vous trouvez n'a aucun intérêt s'il n'est pas mis en comparaison, en confrontation et en concurrence, c'est-à-dire en évaluation, avec la même trouvaille faite par quelqu'un d'autre. Donc voilà. Alors, l'histoire d'Arc, ben, voilà qui l'a trouvé. Le véritable inventeur, qui a découvert la tombe d'Arc, elle était là depuis toujours, au vu de tout le monde. Mais celui qui a levé le lièvre, c'est Jean Pelé. Et c'est pour ça que le premier article historique de l'époque, c'est un article dans le Grand Albert, que voilà, devant vos yeux, qui est co-signé de Gérard de Sède et de Jean Pelé. Voilà, ici. Voilà. On en a parlé des quantités de fois avec Jean Pelé de cette affaire, et il a découvert lui aussi par hasard. C'était vraiment... il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites par hasard. Hein. Certaines, maintenant, commencent à être faites par déduction, par recoupement de sources, où on fait de véritables enquêtes journalistiques, pour ne pas dire scientifiques, mais journalistiques en tout cas, et on commence à trouver des choses. La très mauvaise reproduction des bergers d'Arcadie, aucun intérêt, c'était juste pour vous le mettre en avant. Par contre, cette photo est beaucoup plus rare, c'est votre serviteur auprès du tombeau d'Arc en 69. Voilà, le tombeau est encore entier, donc il nous renseigne sur des quantités de choses, c'est-à-dire que la première profanation, il a été profané 2 fois ce tombeau. Et une nuit de 72, il y a eu beaucoup de profanation dans le coin. Le tombeau de la Bessonnière, le tombeau d'Arc, enfin il y a eu beaucoup de profanation. Et une nuit, vers 4h du matin, je passais avec mon épouse en voiture, on s'arrête près du tombeau d'Arc, alors 4h du matin en 1969, vous imaginez le monde qu'il y a sur la route de Corvéa. Et donc on s'arrête là, et en regardant le tombeau de la route, je m'aperçois qu'il y a un énorme trou sur le bord du tombeau, c'est-à-dire sur cette partie-là, là, ici. Toute la calotte elle a sauté. Je fais ni un ni deux, nous avions le matériel de spélo dans la voiture, et moi je déroule un train d'échelle, immédiatement je balance l'échelle et je descends dans le tombeau. Et j'ai fait des photos, qui sont connues d'ailleurs, puisqu'elles figurent sur internet. La seule source c'est la mienne, hein, puisque notamment j'en ai donné, je les ai communiquées la première fois à Frédéric Foss sur le site de Torquemp, et ensuite il y a plein de gens qui les ont repris, mais c'est bien, hein, je veux dire, il n'y a pas de... Et il y avait 2 grands cercueils à l'intérieur du tombeau, des très grands cercueils, c'est-à-dire pas des cercueils d'une taille normale, mais des cercueils d'une taille, et 2 grands cercueils à 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 6 poignées. Et non pas à 4 poignées, hein, enfin, et ces cercueils étaient posés, alors donc j'ai été en mesure, en plus j'étais presque dans ma mission, puisque j'étais en train d'observer des visus, un travail souterrain, et que j'avais le droit de le faire. Donc personne ne pouvait me répondre à ce moment-là. Et les 2 cercueils étaient reposés sur des madriers, Le train d'échelle faisait 10 mètres, donc on n'a pas déroulé en complet, et on a dû dérouler 6 mètres, on va dire 6 mètres depuis le bord du tombeau, donc c'est pas très profond. Et moi, mon explication à l'époque, j'y suis pas resté non plus 3 heures dedans, et j'ai pas fait une véritable analyse ni quoi que ce soit. C'est que ce tombeau se trouvait, il se trouve toujours, puisqu'il existe toujours, il est bouché, mais il n'a pas été obstrué, rempli, quoi. C'est comme si on ne peut pas le remplir un tombeau comme ça, il faut des mètres cubes et des mètres cubes de ciment. Il a été fermé par une dalle. Mais en revanche, le bloc, enfin, le massif sur lequel il est un massif calcaire, karstique, et à l'évidence, le tombeau est un avène, c'est-à-dire un gouffre. Et en le regardant de très près, c'est une pièce qui est cuvelée, il est très petit, hein, et le tombeau doit faire 2,50 m peut-être sur 4 mètres. Voilà, moi je dirais 2,50 m sur 4 mètres, je n'ai pas mesuré. Mais clairement, on a l'impression que la dalle est une dalle suspendue. Alors, là encore, c'est avec l'esprit géologique et spéléologique,
j'ai suffisamment coulé de dalles dans des gouffres artificiels, naturels, pour justement faire des passages pour placer des plateformes, pour remettre des trails ou des lancers d'échelle de grande profondeur, etc. On a équipé des gouffres de plus de 100 mètres de vertical. On est obligé de passer par des relais, de faire certains relais dans des... j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, tant pis pour mon nom propre, mais ça me donne un peu plus de crédibilité. J'ai terminé ma carrière de spéléologue comme président de la Fédération française de spéléologie, c'est-à-dire patron des expéditions spéléologiques françaises, notamment en Nouvelle-Calédonie et dans des différents territoires comme ça. Donc, je vous précise, c'est pas moi qui dirigeais l'expédition, mais en tant que président, je le couvrais. Et je suis le signataire du plan de spéléo-secours français national avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Christian Bonnet. Voilà. C'est-à-dire que le monsieur tout fouté que vous voyez aujourd'hui, ben, ça n'a pas toujours été ça. Voilà. Il fallait ramper, etc. Donc c'était l'analyse technicien. Pour moi, c'est une partie d'un aven qui a été cuvelée, dont certainement on a fermé par des poutres intermédiaires pour faire le sol. C'est pas, parce que 2 cercueils, c'est pas lourd à mettre. Hein. Mais je pense que l'aven continue en dessous. Clairement, il continue au moins jusqu'au Réal 16, qui est la rivière qui est juste en dessous. Parce qu'à l'évidence, pour qu'il y ait un aven à cet endroit-là, il ne s'arrête pas comme ça, c'est pas un trou de rat. Et c'est pas quelque chose qui a été creusé artificiellement. Qu'il ait été aménagé, c'est une chose. Mais il a été... on est parti de quelque chose de naturel. Voilà. Voilà comment un petit truc de rien du tout nous permet de gloser pendant quelques minutes. Alors ça, c'est les stations du fameux chemin de croix de Saint-Jean-d'Alcas, le deuxième, celui que j'ai trouvé donc en 69 ou 70 par là, puisqu'il figure dans mon livre en premier livre en 74. Et il est toujours visible, mais là vous le voyez dans sa version repeinte en 1979, aux environs de 1979. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. Moi je l'ai découvert en 69, il était blanc. C'est celui que j'ai publié dans mon livre. Et quand je suis revenu, une fois suivante, c'était 10 ans plus tard, en 79, il était entièrement repeint, avec des couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes couleurs que celles de Rennes le Château, soyez au clair. C'est le même chemin de croix, vous pouvez juste apposer, caler les diapositives, ça a été fait d'ailleurs 100 fois par plein de chercheurs. On dit c'est vrai, puis après on n'a plus besoin de le faire, vous allez comprendre pourquoi. Parce que il se trouve que là je vous produis 2 photos qui sont extraites des catalogues de la maison Giscard. La décoration de l'église de Rennes a été faite par Giscard, qui était un statuaire de la région de Toulouse même. Sa maison aujourd'hui est devenue un musée puisqu'il est municipal, puisqu'il n'a pas de descendants. Et vous pouvez le visiter quand vous voulez. Vous allez rue de la Colonne, c'est derrière la gare, c'est en haut des allées Jean Jaurès, etc., à Toulouse, bien plus haut. Et vous verrez la maison Giscard, qui est une maison très curieuse, avec énormément de sculptures, etc. Et pour cause, les Giscard étaient une famille très accrochée au symbolisme religieux et au symbolisme ésotérique en général, l'un n'excluant pas l'autre. Et en découvrant la maison Giscard avec un ami, voilà. Un jour, je vois arriver chez moi, j'habitais le Gard, j'habitais la région de Nîmes, et je vois arriver chez moi un garçon avec une grosse moto. Je venais de sortir mon premier livre. C'était Didier Ricard de Thury, qui est décédé maintenant. Et Didier Ricard de Thury me dit j'ai lu votre livre, je suis emballé par cette histoire, et il me dit il y a longtemps que je m'intéresse au chemin de croix de Rennes-le-Château. Et il me dit je crois que j'en ai découvert un autre, mais j'aimerais qu'on travaille ensemble dessus. Je lui dis moi, travailler sur les chemins de croix et la décoration de Rennes-le-Château, c'était pas mon truc. Pas plus que le trésor de Rennes-le-Château n'a jamais été mon truc. Hein. Voilà, je le précise, mais ça c'est une autre histoire. C'est-à-dire que le côté trésoraire, le côté monnaie, le côté financier, le côté trésor matériel, je m'en tape cordialement. Quoi. Et donc avec Thierry, nous avons commencé une recherche qu'il a continué ensuite tout seul, puisque au départ, moi j'ai découvert tout seul le premier chemin le chemin de croix de Saint-Jean-d'Alcas, le chemin de croix du prieuré bénédictin de la Ramière, qui est un très beau prieuré, ancien prieuré bénédictin, qui est tout à fait à côté de l'abbaye de Locdieu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, s'il y a des amateurs
ce sont des abbayes, des prieurés du Lot. C'est un pays extraordinaire, le Lot. Et ça, c'est les premiers que j'ai découverts. Et puis Esperanza, tout simplement, qui n'existe plus, qui a été bousillé il y a quelques années. Et récupéré d'abord par un ami qui a essayé de le sauvegarder, mais c'est un très très gros chemin de croix, très lourd. Et il avait été très abîmé, il a laissé sur une partie extérieure, parce qu'on ne peut pas casser un chemin de croix de 14 stations dans sa salle à manger. Et puis malheureusement, il a disparu. Et l'ami en question, c'était Claude Moreno, s'il y a des gens qui l'ont connu, hein, Claude Moreno, que vous verrez en photo tout à l'heure. Donc j'avais découvert cela, et puis avec Thierry, avec Didier, on en a découvert plein d'autres. Donc celui qui est ici, c'est celui de Saint-Jean-du-Boël, en Aveyron, pas très loin du premier second que j'avais trouvé. Je ne sais pas si vous suivez, mais bon. Ensuite, celui-là, c'est celui de Moutoumé, que vous pouvez voir, il est dans l'église de Moutoumé, actuellement, vous pouvez y aller. Ça, c'est celui de Saint-Pons de Mauchien. Saint-Pons de Mauchien, c'est pas très loin de Montpellier. Et ici, vous avez Nevache qui est dans le 05, dans les Hautes-Alpes. Donc vous voyez que la maison Giscard saupoudrait toute la France de ses commandes. C'était une maison de statuaire extrêmement riche, qui avait une très belle réputation, et il fournissait des statues, des chemins de croix, des dessous d'hôtel, etc. Et chaque fois, il les fournissait avec plusieurs types d'encadrement. Alors celui que vous voyez ici, c'est intéressant parce que c'est celui-là. C'est l'encadrement le plus cher. Et nous avons sur les catalogues tous les tarifs. C'est un encadrement qui vaut cher. Alors selon qu'il y a de la polychromie, qu'il n'y en a pas, qu'il y a de la dorure ou pas, celui-là, c'est celui qui est le plus proche de Rennes-le-Château. Parce que aussi bien l'intérieur du chemin de croix est le même, aussi bien l'encadrement du chemin de croix peut être différent. Ils ont également celui-là et également celui-là. Et les prix variaient selon la richesse de la paroisse, bien entendu. Donc, en tant que fournisseur, je m'adaptais à monsieur le curé, qu'est-ce que vous avez comme budget? Bon, ben, on peut vous faire des fioritures, ou moins de fioritures, de la dorure, pas de dorure, etc. Mais l'intérieur du motif, c'est-à-dire la partie en terre, cuite, en terre, est absolument inattaquable. C'est les mains qui sont levées sont les mêmes mains, exactement. C'est pas le même mouvement, c'est les mêmes personnages identiques. Alors là, je mentionne, pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'Aveyron et dans le Lot, la signature de mon premier livre, Millau. Après une autre découverte de taille, même si elle n'a pas de rapport avec l'affaire de Rennes, à l'époque on croyait qu'elle en avait. Vous savez, à cette époque-là, on naviguait complètement à vue. On tâtait, on testait, et puis ça marchait ou ça ne marchait pas. Hein, mais il n'y avait pas de plan, on ne prenait pas une piste. Donc il se trouve que j'ai eu la chance extraordinaire, travaillant sur les commanderies templières de l'Aveyron, notamment la couvertura de Sainte-Eulalie. On est dans le coin, hein, Roquefort, Saint-Jean-d'Alcas, etc., l'Hospitalet. J'ai eu la chance de faire la connaissance d'un monsieur qui m'aborde un jour et qui me dit si vous vous intéressez aux Templiers, vous vous intéressez forcément à Rennes-le-Château. Il n'y a pas de rapport, mais lui, un voyant. Et donc, vous vous intéressez à Emma Calvé. Alors, Emma Calvé, j'ai dit oui, je m'intéresse. Ben, il me dit je suis le dernier héritier de Maclevé. C'était Georges Girard, le grand Félibré à voix, hein, un grand personnage du Félibré. Il était majoral du Félibré, c'est devenu mon ami pendant des années. Et il se trouve que ce jour en question, où je le rencontre dans la couverture, il me dit ben, si demain après-midi tu es libre, demain matin, quelqu'un peut me donner l'heure exactement. Qu'est-ce que c'est le Félibré? Alors, le Félibré, alors, il est un Félibre. Un Félibre, c'est un membre du Félibrige. Le Félibrige, c'est une société littéraire et spirituelle qui a été fondée par Frédéric Mistral. Ah, d'accord. Voilà, et qui au départ avait comme but de restaurer la lingua nostra, c'est-à-dire la langue provençale. Et la langue provençale, ça s'est réparti sur la totalité de l'Occitan avec ses différents idiomes, etc. 15h50. 15h50. C'est ça? Bon, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Et donc, il se trouve que le matin, il me dit je ne veux pas être libre demain matin, Millau, la couverture, ça fait quand même un kilométrage, parce qu'il me dit je tiens les orgues à l'église, je ne sais pas comment. Et
Alors ça nous fait un point commun, parce que je suis organiste amateur également, et on se met à discuter de musique, et puis après il part, et l'après-midi on le rejoint chez lui. Et chez lui, j'ai eu une stupeur. Je le décris toujours parce que il m'amène au dernier étage de sa maison où il y a une immense pièce, beaucoup plus grande que celle-ci. Hein. Probablement la longueur de celle-ci, mais encore au moins 1,50 m de plus en largeur. Des vieilles maisons miavoises, et la pièce est vide, entièrement vide. Sauf que aux 4 murs de la pièce, il y a 4 mâles Louis Vuitton. Je précise bien Louis Vuitton. Et il me dit, ben, tu vois, ça c'est l'héritage des Macalvé. Alors il m'en ouvre une deuxième, une troisième, et dans les 3 premières malles, il y avait la totalité des tenues de scène des Macalvé. Ça, ce sont des anecdotes qui ne sont pas directement reliées à le château, mais personne ne pourra vous les raconter. Hein. Donc, et il y avait la totalité des tenues, il y avait la tenue de Carmen, la tenue la tiare de l'Acmé, il y avait enfin, toutes les tenues des opéras qu'elle a chanté pour Massenet, elle a chanté pour des quantités d'autres compositeurs, pour Gounod, pour Bizet, etc. Et il m'ouvre la 4e, et la 4e était remplie à ras-bord de lettres, autographes. C'est les fameux courriers des Macalvé. Et j'ai eu le privilège extraordinaire de dépouiller la totalité des lettres qu'avaient les Macalvé, et dans laquelle, quand vous en soulevez une, c'est Camille Flammarion, la deuxième Stanislas de Gaëta, la troisième Alfred Cortot, le pianiste, etc. C'est le trésor, quoi. Le trésor à l'état pur. Et donc j'ai passé, j'ai eu accès pendant 2 mois à peu près au fond de Macalvé. À l'époque, tout le monde était persuadé qu'Emma Calvé avait été la maîtresse de la Bessonnière et était venue à Rennes-le-Château. C'est pour ça que ça a quand même une liaison. Et puis en fait, maintenant, on a de moins en moins, on n'a pas de preuves. Et on doute de plus en plus qu'Emma Calvé soit venue en personne à Rennes-le-Château. Mais en revanche, on a pu trouver des choses périphériques, notamment la qualification d'Emma Calvé dans certains hauts grades du martinisme, etc. Puisqu'il y a un diplôme de la main de Papus, signé de Papus, dans le fond Emma Calvé, etc. Mais vous voyez, quand je vous ai dit que c'est une affaire métastasique, ça part dans tous les sens. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre un ordre. Je me suis dit, tu vas leur raconter une belle histoire, on est au frais, ça le mérite. Alors voilà, François Béranger-Saunière sur votre gauche, et sur votre droite, Déodat Rocher. Alors il se trouve que j'ai bien connu Déodat Rocher, et c'est pour ça que j'ai évité le témoignage direct. Malgré une opposition de croyances et de vues, en apparence radicalement différentes, Déodat Rocher et la Bessonnière étaient des amis, des vrais amis. Ce n'était pas de simples relations, c'était de vrais amis. Alors Déodat Rocher était le maire d'Arques, ancien conseiller général. Il était vénérable d'une loge maçonnique à Carcassonne. Il était un disciple fervent de Rudolf Steiner, donc anthroposophe. Il a créé la Société du souvenir des Dieux de Qatar en 1946. Et il était également évêque gnostique de l'église de Qatar de Jules Douanel. Enfin, je veux dire, on pourrait en parler. Je vais vous parler 3 heures de Déodat Rocher, si vous voulez. Il se trouve que moi, j'ai eu le privilège d'avoir été le plus jeune membre de la Société du souvenir des études de Qatar à l'époque. Pas en 1946, hein, je vous le précise tout de suite. Mais dans les années 70, je crois que j'étais le plus jeune des tout derniers. Et il se trouve qu'on a pu échanger beaucoup avec lui, avec plein d'autres personnes, Fanita de Pierrefeu. S'il y a des gens parmi vous qui sont calés sur le qatarisme, sur le néo-qatarisme de ces dernières années, tout ça c'est d'illustres personnages de ces périodes. René Nelly évidemment, etc. Et j'ai eu le bonheur, chez notre ami Richard ici, de retrouver il y a 2 ans, un peintre remarquable qui est Léo de Fauché, qui était chez Nita de Pierrefeu avec moi et René Nelly à l'époque. On ne s'était pas vu depuis 73 ou 74. Donc, voilà. Donc on est quelques rescapés, hein, on n'est pas. Pardonnez-moi, c'est mon timer qui décide que c'est fini. Quoi. Mais vous ne vous en tirerez pas à si bon compte. Donc ils ont été amis.
Et Déodat Rocher, à sa mort, en 78, évidemment, la Société d'études des souvenirs du Qatar, qui était mondiale, il y avait des membres du monde entier, il y a eu jusqu'à 1000 membres à la Société. Les gens se sont déchirés parce qu'il y avait toujours des gens qui avaient voulu être calife à la place du calife. Donc parmi les dirigeants, il y a eu des scissions terribles. Et la secrétaire générale de l'époque, qui était Lucienne Julien, pour laquelle j'avais beaucoup d'amitié, tout en étant une personne difficile de caractère, a recréé une structure dans laquelle elle a emporté sur les 600 et quelques personnes qui restaient, elle en a emporté 300 et quelques. Et il se trouve que quelques années plus tard, Lucienne m'a dit j'aimerais que tu reviennes parmi nous. Et il y a eu un autre président qui était Edmond Ferrand, qui est décédé il y a 2 ans. Et puis j'ai pris la succession d'Edmond Ferrand. Et donc je me retrouve aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, le dernier président de la structure créée par Déodat Rocher. Le dernier. Même si à côté de ça, il y a quelqu'un qui prétend que non. Mais ça, c'est une question que nous discutons entre spécialistes. Et nous avons mis l'association en sommeil il n'y a pas longtemps, il y a 7 ans, 8 ans, à Quillan. Nous l'avons mise en sommeil parce qu'il n'y avait plus assez de membres actifs. Et la plupart des gens qui publiaient encore dans nos cahiers, puisqu'on a publié jusqu'à il y a 6 ans, on publiait 4 cahiers par an, un par saison. C'est du boulot. Il y avait des gens qui ont publié sur n'importe quoi. Plus personne n'avait à dire sur le qatarisme parce que grâce au ciel, l'université s'en était emparée et bien emparée, avec des gens de la qualité de Jean Duvernois, de mauvais exemples pour Jean Duvernois, parce qu'il n'était pas universitaire, il s'en revendiquait. On lui a assez reproché, mais en fait de Michel Roquebert, même remarque, Dan Breton, qui elle est universitaire par la main gauche. Bon, tout ça qui sont des gens sérieux auxquels on peut se fier. Le 24 août 1974, le lancement de mon premier livre, Au Nouveau Trésor à Rennes-le-Château. Alors, je crois que le village de Rennes-le-Château n'a pas revu une affluence pareille au domaine. Il y avait plus de 300 personnes dans le domaine, c'est-à-dire ça débordait les jardins, sur les parkings, partout. Et on a présenté mon livre, donc vous voyez, la photo n'est pas terrible, vous voyez Henri Buttiot qui est à gauche, moi-même au milieu, et Gérard de Sède qui est ici. Donc Gérard qui avait dit, on était devenus là, on cohabitait bien, il m'avait dit je viens te soutenir, t'aider à lancer le livre. Voilà. Là, je vous fais quelques photos de Philippe de Chérizet qui sont très faciles à trouver, vous les trouverez sur Internet. C'est juste pour réhabiliter un peu la figure de Philippe de Chérizet, que j'ai très bien connu, avec qui j'étais très ami. Il fut un acteur, un homme de théâtre et de lettres, et il a tourné dans un très beau film. Il a tourné dans Jeux interdits, il a tourné dans Maigret, temps en piège, il a tourné dans Une aussi longue absence, dans Amédée, enfin, dans des films qui ont compté à son époque. Alors voilà la fameuse photo historique que tout le monde connaît, mais qu'en fait, sur laquelle on a des doutes quant à la datation. Pierre Planta, ici, et Philippe de Chérizet, quelque part dans des bois, si quelqu'un est foutu d'identifier cet arbre, point de chance, avec un sac à dos, et la date de 1965 écrite à côté. Sauf que cette photo, je l'ai aussi sans la date de 1965. Donc c'est compliqué. Et ensuite, ici, photo rarissime, mais rarissime, où on est tous les trois ensemble. Je suis en train de signer mon bouquin, avec Gérard de Sède qui est penché sur... et Philippe qui est derrière, ensuite Colette, son épouse, et Michel, la compagne de Gérard. Ça, c'est à la Maison de la Presse à Limoux qui n'existe plus aujourd'hui. Je vous dis pourquoi elle est rarissime. Je ne sais pas parce que c'est la seule, mais c'est surtout parce que ça permet d'avoir un comparatif entre Philippe de Chérizet ici et celle-là. On a fait un travail de comparaison avec l'intelligence artificielle parce qu'on l'utilise beaucoup. Moi, je l'utilise beaucoup en matière de recherche. Ça nous permet de bien avancer. Condition de poser les bons prompts, c'est-à-dire qu'il faut bien poser et énoncer les problèmes. Et l'IA nous a dit qu'en comparant ces deux photos, ces deux personnes-là, cette personne et celle-ci, il y avait à peu près 10 ans d'écart. Et ça tomberait pile poil, puisque là, on a la date de 65, et cette photo date de 75, c'est-à-dire un an après mon livre.
Donc ça tient la route. Voilà. Cette photo n'a pas d'intérêt, mais elle était collée sur une autre signature. Voilà. Et voilà la façon dont on cherche un peu maintenant, dont on commence à recouper les pistes, et on en a un peu marre, on est quelques-uns à en avoir un peu marre. La libre expression, ça existe en France, il n'y a pas de problème, mais on en a un peu marre d'entendre tout et n'importe quoi sur un certain nombre de choses. Des gens qui nous inventent des extravagances sur le plus large, des extravagances sur tout un tas de choses. Prouvez-le, on demande qu'une chose, amenez-nous une mesure, une preuve, n'importe quoi. Après, si vous nous annoncez que vous êtes dans une intuition, dans une révélation d'ordre, moi je m'incline, parce qu'on n'est pas apte à juger si Johan me dit j'ai des visions, etc., je suis pas. Ben non, mais tu peux en avoir. Et je peux avoir mon avis sur la question, mais je peux aussi me dire peut-être qu'il a accès à des domaines auxquels je n'ai pas accès. Et c'est pas pour ça que je vais valider d'une manière absolue, d'une manière publique, ta conviction, quoi. Voici le fameux livre sur la tombe de l'abbé Boudet à Axat. Et à droite, photo très rare également, la tombe de Paul Urbain de Fleury. Paul Urbain de Fleury, qui a été le bienfaiteur de Rennes-les-Bains, qui a carrément fondé à Rennes-les-Bains en tant que station thermale. Et ceci en 68, c'est-à-dire des années avant les inondations de 92. Entre-temps, le cimetière a été totalement blagoulé, c'est-à-dire il a été détruit complètement. Les tombes ont bougé, on a retrouvé la dalle fleurie, elle était, comme d'ici, l'autre bout de la pièce. Et donc, après, les cercueils, il y en a qui ont pas mal dégagé, quoi. Voilà, cette photo est intéressante à voir. Et ici, je vous présente la réédition de la demeure philosophale sur demande de Gérard de Sède, de la véritable langue celtique de l'abbé Boudet. Alors, Gérard de Sède m'avait mis dans la confidence, et pourquoi? Puisque j'étais un de ses éditeurs. Il m'avait dit: je suis en train de faire rééditer la langue celtique. Il m'a d'ailleurs donné, il est dédicacé à une autre pièce, à une autre page, mais ça n'a aucun intérêt. Mais vous voyez, c'est un exemplaire hors commerce. C'est le premier qui est sorti. Et ça, c'est une pièce que je porte, que j'inscris en faux contre Pierre Plantard. Quand Pierre Plantard dit que Gérard de Sède a eu, par indiscrétion, le fait que Plantard allait rééditer la vraie langue celtique chez Belfond. Pardonnez-moi si je parle le grec ancien pour certains d'entre vous, hein, mais je suis obligé aussi de donner quelques renseignements aux gens qui sont au courant de l'affaire. Pierre Plantard dit c'est moi qui ai eu l'idée de rééditer la vraie langue celtique. J'en ai parlé à Pierre Belfond. Pierre Belfond m'a dit oui. Alors il se trouve qu'à l'époque, avec Plantard, on avait le même éditeur. J'ai édité chez Belfond aussi. Et que Pierre Belfond était un ami, il est toujours vivant d'ailleurs, mais c'était un ami, et malheureusement il est très très malade. Je fais le recoupement, c'est cousu de fil blanc. Et Gérard de Sède avait suffisamment de connaissances, était suffisamment introduit dans le monde littéraire pour s'adresser à l'éditeur lui-même, quoi. Donc voilà, peu importe. Mais ça a été une des raisons de leur brouille. Et une pièce que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, mais que j'ai lue sous un certain angle de vue, pièce qui est très connue. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Si je vous perds les uns les autres, levez la main et dites revenez au centre du débat. Non, parce que ça peut m'arriver. Il y a une pièce qui est sortie il y a quelques années chez un auteur qui travaille remarquablement bien, qui est Patrick Mansior. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et Patrick Mansior a produit une réponse qu'avait produite à l'époque Pierre Plantard, un journaliste de la Dépêche du Midi, qui est Pierre Ponce, dans laquelle il raconte une histoire complètement extravagante où il y a une falsification par ligne, pour ne pas dire deux. Et dans lequel il raconte que justement c'est quelqu'un qui a trahi, quelqu'un de chez Belfond qui l'a trahi et qui a donné le tuyau à Gérard de Sède. C'est absolument faux, puisque un an avant, Gérard de Sède m'en avait parlé. Il m'a dit écoute, je prévois de ressortir un facsimilé de la vraie langue celtique. C'était le premier à l'époque, puisque le facsimilé de Bélisande n'était pas sorti. Ne parlons pas des récents excellents facsimilés d'Hélène et de Jean-Michel Pousse, etc., qui sont très, très bons actuellement. Donc, c'était le premier, théoriquement. Voilà un des sujets de brouille entre Plantard et... Voilà.
Et ici, ça intéressera tout le monde, à gauche, vous avez les bains d'eau, vers 1967. Les bains d'eau qui sont, je le répète, les bains que vous avez vus tout à l'heure, dans lesquels le docteur Courant donnait sa consultation en public. Là. Et là, vous voyez la totalité de l'établissement thermal, il était encore entier. Ce qui a sauté, tout ce qui a sauté, c'est à partir de la moitié du toit, tout ce qui est devant a sauté, il n'existe plus. Et ce qui existe, c'est l'arrière, c'est-à-dire le premier corridor qui est derrière, avec les baignoires. Et dans le même temps, vous avez ce qui est aujourd'hui l'entrée du musée de Rennes-le-Château. Vous la voyez, l'entrée aujourd'hui de la billetterie? Voilà ce que c'était quand c'était la cour du presbytère. Et alors pour la petite histoire, parce que j'ai décidé de remettre l'église au centre du village, pour ça et pour beaucoup de choses, j'en profite, parce que j'en ai plus pour longtemps, j'en profite pour redire certaines vérités. En 2000, ça il faudra rechercher la date par contre, en 2003 ou 2004, l'ancien maire de Rennes-le-Château m'a commandé une étude en tant qu'expert touristique. J'ai d'abord fait une pré-étude, puis une deuxième étude beaucoup plus grosse, qui a duré plusieurs mois. Et à l'époque, le maire m'a dit, tu vois, on a un problème ici dans ce village, on n'a pas de salle. À l'époque, la mairie n'existait pas, la capitale n'était pas créée, et la mairie, c'était l'ancien presbytère, l'ancienne école de Rennes, qui est juste en face sur le jardin de Marie, quand on monte penché, là où il y a des commerçants. Ça, c'était l'ancienne école avec la cour d'école, le préau, etc. J'ai dit, si tu as un endroit où tu peux faire des conférences, il m'a dit, mais où? J'ai dit, dans le presbytère. Puisque tu as de la structure de la tour de verre, et puisque tu as la structure de la chapelle de la Bessonnière, couvre l'espace entre la billetterie actuelle, couvre l'espace entre le presbytère et Béthanie, et tu as une très belle salle, qui pouvait abriter 50 à 60 personnes. Et du coup, ça s'est fait, mais ce n'est pas devenu une salle de conférence, c'est devenu la billetterie, le début du musée, qui est accolé au mur que vous voyez au fond. Vous voyez un mur aveugle au fond, qui est juste derrière la partie que vous ne voyez pas quand vous arrivez dans la billetterie. Et ça, il faut le savoir, parce que personne ne le sait, sauf les gens du coin. Ça, tout ça ici, c'est une ancienne citerne, une très grosse citerne, voilà, qui est là. Et une citerne très intéressante à bien des égards. Mais on ne le sait pas puisqu'on ne la voit pas d'un côté et de l'autre côté on la devine à peine. Voilà. Et bien, la salle aurait pu être beaucoup plus grande si on avait utilisé la citerne, ça lui donnait 5 mètres de plus. Quoi. Mais ça c'est une photo historique dont elle vaut le coup d'être connue. Et c'est ici, il faut me croire sur parole parce que vous n'arriverez pas à le lire, qu'il est écrit la maison du berger et la maison de tous. C'est là sur ce linteau. Voilà, on le voit bien quand on est dessous, mais il faut vraiment y être dessus, quoi. Voilà, ici une photo de moi-même devant une mine et le cimetière de Rennes-les-Bains en 68, donc 24 ans avant les inondations de 92. Bon, je vais passer un petit peu. Alors là, vous avez l'emplacement des tombes d'origine, telles que les étaient à l'origine, mais de quelques tombes. Ici, 3 types de photos. Enfin, vous avez là une photo du 18e qui est l'entrée de Rennes-les-Bains. Ici, vous avez toujours la résidence de la reine, et puis la cure thermale est là. Là, voilà, celle-ci, c'est ça. Là, voilà de nos jours. Mais de nos jours, avant qu'on élargisse le virage, il y avait encore la fameuse croix d'Elmas dans le virage, sur laquelle il a couru des légendes et des fakes absolument incroyables sur cette histoire, sur disant qu'il y avait une grotte derrière avec un trésor, il y a des antiquaires qui sont venus la nuit, etc. Pas l'ombre d'une preuve sur la question. Sauf que, comment? C'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Que derrière, il y a eu de l'or, comme ça. Ben, c'est un fake complet, bien sûr, un de plus. C'est la statue d'ici, c'est ça dont il parle? Ben, peut-être voilà une autre que je viens d'apprendre. Je savais même pas que... Là, il y aurait l'ancien ministre de l'Intérieur qui aurait fait enlever la statue. Voilà, alors c'est là que commencent les fariboles. Mais ça fait rien. Vous la voulez l'explication? Mais c'est très Oui, simple. bien. C'était pas le ministre de l'Intérieur, d'abord c'était l'ancien Premier ministre, c'était Laurent Fabius. Oui, Fabius, voilà. Et il se trouve que Laurent Fabius, personne ne le sait ici, je crois pas, est le parrain d'un des enfants de Jacques Ortala, qui aujourd'hui est le maire de Couza, et qui était le maire de Rennes-les-Bains.
Et la famille Fabius, c'est une famille d'antiquaires parisiens éminents. Et donc, il y a quelqu'un qui a fantasmé entre Fabius, fils d'un grand antiquaire parisien, Premier ministre. C'est tout juste si on n'a pas parlé du sang contaminé, pourquoi pas, on pourrait l'imaginer tant qu'on y est. Tant qu'à faire reporter le chapeau aux gens, allons-y. Et en fait, la croix d'Elmas, elle a été enlevée pour élargir le virage. Et il se trouve que derrière, comme on est sur un calcaire qui est pseudo-karstique, c'est-à-dire plutôt pseudo que karstique, mais en fait dans lequel il y a quand même quelques fissures, quelques petites diacases. Il y a eu quelques petites diacases, autrement dit quelques fissures dans le calcaire qui étaient ouvertes, mais impénétrables. Et il n'a pas fallu plus que ça pour qu'on fantasme et qu'on invente l'histoire. Si quelqu'un a une version améliorée de celle que je viens de donner, mais avec des preuves si possible, qu'il me les fasse vite parvenir. Parce qu'on fera une communication à l'Académie des sciences, tout de suite. Voilà l'affaire. Voilà. Alors, quand vous essayez de faire le tri dans tout ça, surtout des années après, c'est invraisemblable ce que les gens racontent. Parce que, mais j'oserais dire, moi le premier, et plein d'amis de contemporains de mon âge ou des amis éminents qui sont venus après, on fait la même erreur, c'est-à-dire que nous prenons comme argent comptant ce que disent nos prédécesseurs. Je pourrais vous en raconter des histoires, mais quantité. Je ne vous parlerai pas des trous de Losinate, le plateau de Losinate, avec le Mossad, les services spéciaux, les forces spéciales, le Pentagon, etc. Dans le garage, oui, c'est ça. Non, c'est pas le garage. En face, c'est le garage. Sur la grille. Ce genre de tout le monde raconte quelque chose pour se faire mousser parce que ça fait bien de dire manque de peau, j'y ai été, je suis le seul qui suis descendu dans le grand puits. Et j'ai eu la peur de ma vie. Moi, je me suis quand même tapé des verticales de 300 et quelques mètres. Là, dans un puits de 80, je me suis fait la peur de ma vie parce que c'était un trou de rat et qu'on a fait descendre dans une auge à ciment. On a transporté le ciment en hélicoptère dans les chantiers. Je vous assure que je ne la menais pas large. J'étais plus à l'aise dans la pierre de Saint-Martin ou dans la ville de Ravenel, dans notre gouffre comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on n'y peut rien ici. De toute façon, c'est le canular le plus gros et le dernier. Voilà, là, c'est en marge de Rennes-le-Château, mais j'ai voulu le mettre parce que, en fait, on a beaucoup discuté pendant ce colloque, auquel était d'ailleurs l'initiateur d'art sondage. Et ici, c'était le premier symposium de parapsychologie de Nice, où on a traité des ovnis, etc. Et il manque sur la photo un certain nombre de personnes éminentes, donc Guy Tarade, Maurice Guénon, Jean Miguel, le contacté, peut-être ce nom vous dit quelque chose, s'il y a des gens qui s'intéressent au contacté, aux abductés, etc. Et pas mal d'autres. Donc de droite à gauche, Jimmy Guilleux, et ici. Pour la petite histoire, Jimmy est notre grand ami. Peut-être de tous ceux que j'ai cités, c'était celui dont j'étais peut-être le plus proche. Et c'est moi qui l'ai fait venir à Rennes-le-Château. Alors qu'il y a des gens qui sont persuadés que non, parce que quand il est venu, il se trouve que c'était une période où pendant 2 ans, 3 ans, je n'ai pas foutu les pieds à Rennes, pratiquement. Mais pour la petite histoire, il y a quelque chose de très intéressant à savoir, c'est que nous avons connu l'affaire de Rennes-le-Château ensemble. Nous l'avons connu ensemble en travaillant sur les Templiers dans le Var. Et puis moi, j'y suis venu de suite, je me suis branché, et Jimmy était sur d'autres enquêtes. On venait de terminer, Valençol était encore dans la tête de tout le monde, et on avait tous travaillé sur Valençol. Jimmy était le premier à travailler sur Valençol, avec le mouvement Uranus, avec Lumière dans la nuit, etc. Et donc lui, il est resté sur les ovnis pendant pas mal d'années, et quand il est venu sur Rennes-le-Château, c'est pas faute de l'avoir dit, eh bien, moi, j'étais absent j'étais sur d'autres champs. Voilà. Voilà. Donc, et le monsieur qui est au milieu, c'est un personnage très intéressant, qui a été un très grand journaliste italien. C'est, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il y a son nom dessous, mais je n'ai pas tiré la photo assez vite. Il dirigeait Il Journal des mystères. Mais vous inquiétez pas, tout ça, vous allez l'avoir en ligne. Donc, c'est pas Massimo Introvigne? Non, pas du tout. Il était pas Massimo Introvigne, il n'a jamais dirigé de journaux. Enfin, si tu veux, c'est un spécialiste des sociétés initiatiques, mais il est contemporain, Massimo Introvigne. Alors que là, je te présente des gens, d'ailleurs, vous voyez à mon âge, on est en 76, quoi. Donc voilà.
Et puis à gauche, c'est moi-même. Voilà. Un peu moins sale que dans le trou tout à l'heure. Et là, alors, une autre photo historique sur laquelle j'ai besoin de l'avis j'ai besoin de ton avis. Cette photo, tu te rappelles quand on l'a prise? Oui. Est-ce que c'était 98? Non, 96 je pense. Combien? 96 je pense. 96, tu dirais. Le week-end 1900. Quand on a fait le week-end 1900. Ouais. Un fichu de m'y retrouver dedans. Voilà. Alors ici, vous avez Alain Ferral. Ici, un prêtre. On va dire qu'il est déguisé en abbé Boudet, puisqu'on n'a pas de photo de lui. Quelqu'un que je ne connais pas au milieu, cette dame, je ne vois pas qui c'est du tout. Je ne me souviens pas du tout. C'est pas Sonia? Ah non, non, c'est pas Sonia, là, voilà. Sonia, elle est ici. Ouais, elle est de l'autre côté. Sonia Moreau est ici. Gérard de Sède est là, en abbé Sonia. Et ceci, c'est Marcel Captier. Marcel Captier, qui était. Voilà. Ça, c'est une photo intéressante parce qu'elle est assez rare. J'ai mis toute correction de date et bienvenue parce que, tu vois, tu me confirmes que j'avais mis que 1988, c'est 96, donc, d'accord. Bon, corrigez-le dans vos têtes. Alors, les avis des uns et des autres ont beaucoup divergé sur l'affaire de Rennes-le-Château. Ainsi, par exemple, les avis de René Descadeillas sur Saunière, qui ont beaucoup varié, parce que René Descadeillas, qui était un homme sérieux, n'était sérieux que jusqu'à la limite où il était plus sérieux. Comme moi-même, comme n'importe lequel d'entre nous. Il y a un moment donné où on disjoncte, on n'est plus sérieux du tout. Soit parce qu'on ne veut pas dire la vérité, soit parce qu'on a décidé de dire une vérité alternative. Alors, René Descadeillas sur sa demande, rencontre Gérard de Sède, et il dit à Gérard de Sède, Béranger Saunière, nous a-t-il dit, n'est qu'un vulgaire escroc, doublé d'un mystificateur, il était roublard, mais inculte, presque ignorant. Alors déjà, sur cette partie-là, c'est totalement faux. Parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas dire de Saunière, c'était qu'il était inculte, roublard, pas de doute, mais ignare pas du tout. Il faut juste se rappeler que quand il a été débarqué par le préfet, enfin, que le préfet lui a supprimé son traitement de prêtre qui était donné par les préfets à l'époque, payé par la République, parce qu'il avait prêché en chair un peu trop d'une manière royaliste, il s'est retrouvé sans solde et son évêque l'a collé comme prof au séminaire de Narbonne. S'il était inculte, d'abord s'il était inculte à l'époque, il ne devient pas prêtre, compte tenu de la formation de prêtre au séminaire. Deuxièmement, on ne va pas prendre le plus inculte du groupe pour en faire un prof, quoi, surtout au séminaire de Narbonne. Donc rien que ça, c'est déjà une contradiction absolue. Mais Descadeillas n'est pas à sa paix, malgré la véracité de beaucoup de travaux qu'il a fait. Quant à l'origine de sa fortune, elle est sans mystère. Il s'est fait remettre des dons par les gens riches qui conservèrent l'anonymat pour ne pas indisposer leurs héritiers. Ça tiendrait la route. C'est pas faux d'ailleurs, puisque partiellement, on sait qu'il y a une partie de dons qui proviennent de surcroît. Il se livrait au trafic de messes. Là aussi, c'est pas faux, mais c'est pareil, dans quelle proportion? Les manuscrits, il ne les a pas trouvés, il les a confectionnés lui-même, bien sûr, pour impressionner les dupes. Et la décoration de l'église, ça c'est au sommet, il l'acheta toute faite à Paris près de Saint-Sulpice. Alors si vous voulez, on prend ça et on en parle pendant 3 jours pour infirmer le truc. Donc il a fallu débunker tout ça et dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça tu prends pas. Et voilà. Voilà, et je vous la page d'à côté est exactement la même, mais elle est extraite d'une autre édition. Hein. Voilà, c'était juste pour... Mais vous allez voir. Alors, la fameuse photo, bien avant le Da Vinci Code, bien avant l'énigme sacrée. Lincoln est venu dans le coin pour faire des repérages, il venait d'abord pour faire un film sur la BBC, puisqu'il travaillait pour la BBC, en plus d'être comédien à titre personnel. Et Gérard de Sède lui indique un certain nombre de choses, dont certaines à garder en secret. Pour l'instant, tu n'en parles pas. Embargo, comme on dit dans le journalisme, embargo pendant X mois.
Et Lincoln n'a pas trouvé mieux que d'aller dire ce que De Sève lui avait dit. Et alors, cette photo a une histoire intéressante, parce que j'ai le témoignage de la personne qui a tiré la photo, qui est décédée, qui était André Gallo, notre ami André Gallo, le journaliste de Big Livre. De Sève l'appelle un matin, il lui dit « André, prends ton appareil photo. » André prend ton appareil photo et monte à Rennes-le-Château, tu vas avoir un scoop à faire. Donc André Gallo est là, et il y a une discussion entre les gens de la BBC, De Sève, que vous voyez, etc. Et De Sève, quand on le connaît, on voit que là, il commence à bouillonner, et il est dans le bouillonnement. Et au bout d'un moment, il tire un pain dans la gueule de Lincoln, et il envoie péter à 3 mètres. Parce qu'il lui dit, tu m'as menti, tu n'as pas été fidèle à ce que tu avais dit, etc. Tu avais dit que tu n'en parlerais pas, etc. Alors ça, c'est le... Voilà. Et j'ai mis ainsi aller la recherche à l'époque. Elle n'était pas toujours de tout repos. Alors là, on est beaucoup plus tard. On est en 96. Cette photo, on la doit à notre ami le libraire Tony Bontempi, qui est la Rose Rouge, beaucoup d'entre eux doivent le connaître. Et c'est une conférence qui est faite dans le domaine, sous le promenoir actuellement, dans une partie qui a été au musée pendant un temps. Et vous voyez, donc c'est une petite table ronde qu'on faisait avec Jean Blum, l'auteur sur le catharisme qui est décédé maintenant, Antoine Captier, moi-même, et ici Jean-Luc Robin, qui était à l'époque, donc qui avait déjà repris la table de la baie. Alors tout ça, ça nous permet de dater, là on le sait d'une manière certaine, c'est 96. Et alors voilà un courrier qui est, oui, un courrier anecdotique, mais qui est intéressant. J'étais à l'époque rédacteur en chef des Cahiers d'étranges à Nice, et je publiais beaucoup d'articles de Gérard de Sève, de Philippe Clerget, de plein de gens, qui m'envoyaient des articles, des copains. Et notamment, on était en train de prévoir une table ronde sur l'alchimie avec René Allo. René Allo est un grand auteur, je ne sais pas si vous le connaissez, si le nom vous dit quelque chose. C'était un personnage très intéressant et très important, qui est décédé lui aussi. Et on correspondait avec Gérard de Sève qui me dit René Allo me charge de te dire qu'il est d'accord pour la table ronde. Nous ferons ça non pas à deux, je leur avais dit faites au moins une table ronde, un débat sur l'alchimie, et René et Gérard dit non, mais à 3, on y sera tous les 3. C'est plus sérieux, voilà. Je t'enverrai les cassettes, etc. Voilà, c'était juste pour mentionner cette façon d'échange qu'on avait aussi, parce qu'on travaillait tout par écrit, on faisait des courriers, on travaillait beaucoup par écrit, Internet n'existait pas, on n'avait pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, rien du tout. Donc il fallait tout écrire. Mais ça nous permet quand même d'avoir encore des traces, sinon on n'en aurait plus. Je saute du coq à l'âne, je vous ai promis que c'était un peu foutraque, volontairement, que je ne respecterais pas de chronologie. Vous comprenez que je ne peux pas respecter la chronologie depuis l'époque, c'est pas possible. La photo qui suit celle-ci est celle des 70 ans de Jean Pelé. Jean Pelé, c'est un des premiers chercheurs de l'affaire de Rennes. 2001. Beaucoup d'amis disparus aujourd'hui sont à cette table. Jean Pelé fut parmi les premiers étrangers à venir de Lyon à Rennes-le-Château vers 1956. C'est lui qui fit connaître l'histoire à Henri Bution et le poussa à acheter. La thèse à laquelle il s'attacha toute sa vie est celle du trésor du chef wisigoth Alaric. Pour lui, c'était le trésor du temple de Salomon pris par Alaric, qui était caché par ici et qui était caché très spécialement à Rennes-les-Bains, dans un endroit qu'on a fouillé, refouillé, que ce soit, sur lequel on n'a rien trouvé pour l'instant. Voilà la photo de l'anniversaire de Jean Pelé. Alors, ça c'est une photo très émouvante. Je vais commencer par ici, voilà Bernard Somorostro, qui a été président de Terre de Rédé, qui est là, décédé au début de l'année ou l'année dernière. Le 31 octobre 2024. Voilà, 2024. Ici, à côté de lui, c'est Claude Moreno, qui est un ami, très cher. C'est à lui qu'on doit la plupart des dinosaures qui ont été réalisés au musée des dinosaures. C'était un maquettiste extraordinaire, c'était un artiste, il faisait de la musique, il faisait de la peinture, il faisait de tout. Sur ces photos ont disparu Georges Kies,
spécialiste des Templiers du Bézu. Arienne, que vous ne connaissez pas, qui était une autre amie, mais qui n'était pas dans le milieu de la recherche. Et Jean-Luc Robin, qui se trouve là-bas au bout. Oui. Et Jeff. Voilà. Et Jean Pelé, bien entendu, qui est là, avec Sylvie Clairvoy derrière, qui lui met une auréole de sainteté. Il n'avait que 70 ans à l'époque. Voilà. Donc c'était, je pense que c'était important de la montrer. Je vous ai dit qu'on allait donner la mémoire. Ça parle plus que les Visigoths, que personne n'a photographié. On se demande même s'ils ont existé. En tout cas, Marlène Le Château, on se pose des questions. Bon. Au passage, je vous précise que cette salle n'a strictement rien de visigothique. Hein. Mais strictement rien de visigothique. C'est une salle, comme vous en trouvez des quantités dans l'Aveyron, dans le Larzac, etc. C'est une ancienne bergerie qui a été faite très probablement, elle n'est pas antérieure, mise à part la tour là où se trouve Merlin, là-bas qui est autre chose que la tour du château. La tour qui est début 18e, et ces parties-là sont très probablement 19e. C'est une construction du siècle, pas du siècle dernier, mais du siècle d'avant. Bon, il faut arrêter de voir les Templiers des Visigoths là où il n'y en a pas. Et il faut les voir là où ils sont, par contre, hein, parce qu'il y en a eu. Quant à cette photo, elle est intéressante, parce que vous avez le serpent rouge à votre gauche et le serpent vert. Donc, il y a des amateurs de symbolisme qui savent faire des connexions entre les théories de Pierre Plantard et celles de Goethe. Ben, voilà cette photo. Et voilà, le premier livre a été mentionné, La tombe du Christ, dans le Cardoux. Il en existe encore 3 autres au moins, donc celui de Pierre Simon, etc. Mais le premier, c'est un Anglais qui s'appelait Michael Gabriel, qui a sorti ce livre-là, dont j'ai l'original à la maison. Où il a situé pour la première fois. Vous le connaissez, celui-là? Non. Ici, nous propulsons sur le plateau de la Reille, donc à l'ancienne bergerie de Narnaud, c'est-à-dire au-dessus de Souvaigne, juste autour de la Reille, c'est-à-dire le trou de la Reille commence sous la bergerie, là ici. Le grand ravinement du trou de la Reille qui descend jusqu'à la salle commence là. Et ici, c'est la plaque de la famille de Narnaud. Joséphine de Narnaud. Oui, Parente à Marie de Narnaud. voilà, c'est ça. Oui, il y a toujours des Narnaud. Alors là, je vous ai présenté le document dit Le Sot Pêcheur. C'est un document très étrange. Il a été fourni pour la première fois par Gérard de Sède. Il a été trouvé par Henri Bution ou un copain à lui qui s'appelait Dutria, on ne sait pas exactement, dans le tabernacle de la chapelle privée de l'abbé, vers 1965. Alors pendant très longtemps, on a mis ce document en doute, jusqu'à ce que je l'ai moi en main, j'ai l'original en main. Enfin, je ne l'ai plus dans ma possession. C'est Gérard de Sède qui en est propriétaire. Et il m'a montré à Paris l'original, qui n'est pas du tout celui-là, enfin, c'est pas du tout écrit à la machine, ni quoi que ce soit. Hein. Ça a été retranscrit à la machine, mais c'est fait à la main en fait. Donc on n'a jamais su, mais c'est quand même très troublant, parce qu'il y a des... Enfin, il y a de quoi travailler dessus pour les gens qui adorent décrypter. Quoi. Voilà la stèle de Marie de Négridable, marquise de Blanchefort, dont j'ai proposé un premier décodage partiel. Dans mon livre Le dossier secret de Rennes du Château, en 1881, c'est 1980. En 1881, j'écrivais pas, je faisais de la recherche. Et puis par la suite, tout le monde connaît ce décodage, puisque je l'ai présenté dans l'émission Mystère en 92, sur TF1. Je pense que c'est présent dans l'esprit de beaucoup de gens. Alors l'interprétation est d'une simplicité biblique. Je vous la fais parce que c'est quand même très troublant la coïncidence. Après, le décodage n'est pas terminé. Si on part du principe, on pose comme postulat dès le départ que le trésor va être symbolisé par la lettre T. La première lettre T de la dalle, elle est décalée. Elle est décalée pourquoi? Parce qu'on a supprimé une lettre qui est Si. Normalement, c'est Si-J. Et le I n'existe pas. Donc ça nous permet de rapprocher le T. Si on tire une diagonale jusqu'au dernier T, qui est une démarche totalement empirique, mais pas plus bête qu'une autre, faute d'avoir une méthode à suivre, hein,
C'est comme ça qu'on travaille. Avant, dans la méthode hypothético-déductive, dite méthode scientifique, qui n'est pas la seule méthode scientifique, mais celle qui est la plus connue, toute hypothèse commence par une intuition. Les gens qui me disent qu'en science il n'y a pas d'intuition, il faut qu'ils révisent tout leur catéchisme. Il n'y a aucun scientifique dans le monde entier, même parmi les plus grands, qui n'a pas démarré sur une intuition. Même les plus grandes découvertes du monde. Ensuite, sur l'hypothèse, sur l'intuition, on va construire une hypothèse de pensée, puis ensuite de travail, en disant et si c'était comme ça, ça pourrait être comme ça. Voilà. Quand on a l'hypothèse en grec, ça veut dire sous la thèse. L'hypothèse, c'est ce qui est sous la thèse, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la thèse. L'hypothèse, on la soumet au processus expérimental avec un protocole. Quand le protocole est complètement terminé et qu'il est reproductible un certain nombre de fois, on valide l'hypothèse et on dit ceci pour cette fois peut être un théorème jusqu'à la prochaine fois qu'on le démolira. Donc un théorème, ça peut durer, ça peut vivre pendant 3000 ans, ça peut vivre 2 heures, jusqu'à ce qu'on apporte la preuve du contraire. Et ça, il faut bien le comprendre quand on prétend parler de recherche scientifique. Alors cette piste en valait une autre, mais c'est une piste purement intuitive. Tiens, je suis la lettre T, parce que T c'est trésor, c'est une bêtise à faire pleurer, quoi. Ne me demandez pas après quel est l'archange qui me surveillait, qui m'a fait faire ça, quoi. Est-ce que cette plaque, elle était avant au tombeau d'Arc Jamais. C'est ce qui a été dit. Non, mais oui, c'est ce qui a été dit. Un fake de plus. Tu penses, il faut terminer? Bon, alors je vais aller très vite. Je vous la finis à toute vitesse. On nous met l'accent sur le T. Ici, le deuxième T, ça aurait dû être le T de la maison d'Hautpoul. Il est supprimé, il est déplacé, donc il n'y est pas. On en retrouve un qui est là, mais qui a été déplacé aussi. On l'a repoussé pour pouvoir faire passer la ligne là, et il arrive au centre du mot Catin. Le trésor n'est plus chez les Hautpoul, il a été déplacé, il se trouve in medio Catino. Catin en latin, c'est un chaudron, une houle, une grotte, une cavité, tout ce que vous voulez. On choisit le mot. Ce qui a donné d'ailleurs le mot argotique catin pour une femme qui est un trou. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et il se trouve que le mot catin c'est la compression de requiescat in pace. Voilà. Ok, allons-y très vite. C'est tout de suite où j'ai 5 minutes, 10 minutes, combien? La prochaine conférence est à 17h. Est-ce que moi je n'ai pas entendu? Combien? 5 minutes. Très bien, parfait, je vais essayer d'observer. 1993-94, fin de la période de Bution. Bution voulait vendre. Il vend à une société composée de personnes étrangères dans la région, mais qui ont toutes des propriétés dans la région, Suisse, peu importe. Je la fais courte. Vous lirez ça. Et voilà, je vous présente en avant-première quelques plans de ce qu'aurait été le domaine de la Bessonnière si les travaux avaient pu être faits. Un grand projet d'hôtel de type troglodytique et de restaurant était imaginé pendant un temps donné. Alors voilà les plans de départ, rien de nouveau, on est sur la situation existante. Voilà la couverture qui recouvre, avec ce qu'aurait été ici l'hôtel, et ici la grande salle de restaurant, vous allez comprendre. Voilà en groupe. Ici, on est globalement sur le pont du parking et le jardin de Marie. Et ici, vous êtes en descendant sur la falaise. Et tout ce qui est là est souterrain et donne sur le vide. Imaginez le dessous qui soit creusé et cette chambre qui donne sur le vide, sur ce point de vue extraordinaire. Là, vous avez ce qui aurait été la coupole du restaurant. Donc il y avait 250 places qui étaient prévues. Le grill, le restaurant panoramique. Alors c'est la première fois que les gens le voient. Je suis le seul détenteur de ce plan et personne ne l'a jamais vu, à part les gens qui étaient avec nous à l'époque. Le restaurant grill, dont toute personne qui vous dira qu'il a déjà vu, viendra m'expliquer où il a vu. Voilà la tête que ça avait.
Le domaine devient municipal, donc parce que ces projets n'ont pas pu se faire pour des raisons de mauvaise entente entre les associés. Donc ça a explosé en gauche, tu te rappelles. Voilà. Et après quelques complications, le domaine est racheté en partie par la municipalité. Et là, je fais la préétude et l'étude de restructuration pour le compte de la municipalité. Alors, je termine, on est presque sur la fin. Ce type d'enquête est un type d'enquête difficile à mener. Sur les éléments réels, cette affaire est un tissu de mensonges et de contre-vérités. Aujourd'hui encore, mais sur des éléments réels, soyez clairs, hein, bien sûr, il y a beaucoup de choses vraies. Il est courant de découvrir de nouvelles pistes, y compris dans les premiers documents à notre disposition. C'est ce qui se passe actuellement, mais je ne vais pas pouvoir vous en parler. Il est prudent de rester raisonnable avant d'affirmer des choses non recoupées et sourcées à partir de simples convictions. Voilà, là je commençais à vous expliquer ce que j'avais découvert, vous le lirez puisqu'on va le laisser en ligne, hein. Mais de toute manière, on a dit que pour l'instant on ne dévoile pas la totalité de ce qui est découvert parce que c'est assez important, il faut encore du temps pour étayer et pour pouvoir écrire dessus. Ça n'a pas d'intérêt ça. Ça sera très intéressant que vous le regardiez en ligne. Voilà. Voilà, vous verrez que dans l'édition de 77, longtemps après, Gérard de Sède commence à parler pour la première fois d'ouvriers qui viennent de Bordeaux, de Toulouse et d'ailleurs. Il ne parle en aucun cas de la maison Feur, qui est la maison de Vitraux, qui est de Bordeaux, ni de la maison Giscard, qui est de la maison Mona, qui est de Carcassonne, enfin, plein d'autres. Voilà une photo historique, ça valait le coup, vous la voyez. C'est lorsque nous avons écrit l'ABC de Rennes-le-Château, publié chez Arca, une grande réunion qui avait été organisée en 2006-2007, donc avec des auteurs que vous connaissez de nom ou direct. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est décédé, c'est Guy Gentil ici. Voilà, Chaumeil, Captier, Dafos, Michel Vallée, Jean-Claude Deroux, Thierry-Emmanuel Garnier, Claire Corbu, ici, la fille de Noël Corbu, Brunelin, à qui on doit de très belles photos, ancien photographe professionnel de Paris Match, André Goudonnet, spécialiste de Rennes-les-Bains, Christian Omergue, Patrick Berlier. Voilà. Nous sommes un certain nombre là. Voilà. Ici, une pièce qui est connue de personne, tout simplement parce qu'elle est à 6 pieds sous terre, c'est les bains de la Reine. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure comme bain, c'est le bain d'eau, qu'on confond souvent avec les bains de la Reine. Les bains de la Reine, en réalité, ils existent. Il y a du ciment qui a été coulé dessus, et c'est sous la piscine actuelle de Rennes-les-Bains. Si vous voulez les voir, vous pouvez voir encore quelques dalles en vous faufilant dessous, et il y a des grillages, et à travers les grillages, vous verrez quelques restes. C'est dommage, il y avait une mosaïque absolument splendide qui a été coulée dans l'eau. Où placer Pierre Plantard, son véritable rôle reste une énigme et demeure un sujet d'étude beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Alors, je suis désolé, parce que cette partie était très intéressante, mais je comprends les impératifs de mes confrères qui vont râler après. Déjà, il y en a un qui râle comme un poule, je le sens, sa colère, il fulmine. Je voulais vous présenter des lettres du président de Sillon, c'était pas mal quand même, pas tout le monde qui les a. Je voulais vous présenter le fameux cénotaphe à la mémoire des contes de Rédé que voulait faire Pierre Plantard, qu'il a codé lui-même. Ça, c'est une lettre de Pierre Plantard à Philippe de Chérizet. Vous la verrez vous-même. C'est dommage. Ça, c'est un chef-d'œuvre en matière d'essai d'intoxication. Pierre Plantard essaie de me refiler les malles de son grand-père, les fameuses malles dont il a fait. Alors, c'est pas là où il me fait la proposition, mais il m'en parle déjà, et il me fait la proposition dans une autre lettre. Truc de fou, quoi. Il a fallu résister à tout ça. Et puis, le sommet de la farce, quand même, il faut que je vous le montre, parce que c'est un sommet de farce qui a été publié une fois dans le Mercure de Gaillon par Thierry Garnier. Alors, c'est très simple, je vous la fais courte. Je vous la résume, vous la lirez tranquillement. Voilà le livre majeur de René Descadellas qui s'appelle Rennes et ses derniers seigneurs, qui est un bouquin de 400 pages, comme ça, et qu'il a présenté comme étant, dont il a fait le test de 3e cycle. Il est venu à Rennes-le-Château, je parle de Descadellas. Descadellas, conservateur de la bibliothèque de Carcassonne, ne connaissait pas Rennes-le-Château, et il est venu en 57 la première fois, pour faire une enquête pour la César. Et il a été fasciné par l'histoire, et il s'est dit,
tiens, je vais en faire mon sujet de thèse. Il faisait une thèse de 3e cycle en histoire moderne, et il fait sa thèse. Cette thèse est présentée, soutenue en 74. En 64, pardon. Je suis un peu à la ramasse. Et que nous produit Philippe de Cherisy, un jour m'envoie la lettre, puis après je l'ai retrouvée sur le Mercure de Léon. En 85, Philippe de Cherisy écrit une lettre à Pierre Plantard en lui disant: Gérard de Sède détient les documents qui appartiennent à Georges Monti, etc. Là, on est dans la salade, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il laisse entendre que Pierre Plantard détient 60% des droits d'auteur de la thèse de René Escalias. Quand vous aurez médité ça, ça va vous donner une idée de la taille des canulars sur Rennes-le-Château. Et avant de répéter quelque chose, vous serez très prudent, je vous le dis. Parce que ça, c'est absolument invraisemblable. Ça, je passe aussi. Ici, c'est les armes d'Alpha Galate que vous avez à gauche, qui est un des trucs. Là, c'était voilà, c'est encore autre chose. C'est dommage. Voilà. Je saute. Là, le château de Cabrières, de nos jours et autrefois. Comment? C'est visitable, franchement. Pardon? Il est visitable, le château. Oui, il est visitable si on le demande. Oui, Ouais. si on le demande. Le Cardou, on a terminé. Ça, c'était la présentation d'un livre magnifique de photos qui s'appelle Ombre et lumière sur Rennes-le-Château, faite par Jean-Louis Soquet-Juglar, ici photographe, et dont j'ai fait les textes. Donc on a présenté ça à la communauté de communes à Cuisa. Et là, tout le monde connaît cette photo, c'est le salon de Rennes-le-Château organisé par Axel, qui doit être par là, où il y avait tous les exposants qui sont là. Axel est ici, vous voyez, et tous les exposants sont là. Je voulais la mettre parce que c'est intéressant, on voit des têtes. Pour les connaisseurs, toute histoire mystérieuse termine par une énigme. Quel personnage pourrait-il relier ces deux tombes? C'est tout, je ne vous donnerai pas la réponse. Ah, la deuxième tombe, c'est la tombe de l'ancien secrétaire d'État à la culture, Émile Dujardin-Beaumet. Ah ben, et puis quoi encore? Si vous avez vos cartes bleues, je suis preneur. Mais sinon, voilà, on a terminé. Alors, dernière diapo, c'est la dernière. Vous l'imaginez, il est impossible de traiter ici le fond de cette affaire. Mais j'espère que les ramifications infinies qu'elle comporte vous inciteront à poursuivre plus loin. Nous sommes nombreux à avoir beaucoup appris de cette histoire, y compris sur des sujets qui lui étaient entièrement étrangers. En ce sens, il s'agit vraiment d'une longue initiation. L'affaire de Rennes est un parcours initiatique. L'affaire de Rennes est un parcours initiatique, je pense que vous avez lu. Je souhaite qu'il en soit de même pour tous ceux d'entre vous qui cherchent sincèrement, mais par-dessus tout, qu'ils puissent le faire selon la voie du cœur, parce que c'est la seule voie pour fonctionner au niveau un peu valable. En se souvenant que de toute façon, je le répète,